Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Je salue tous les amis du Congo. Je précise les amis du Congo parce qu'il y a des ennemis du Congo. Ils sont congolais bien sûr, mais ils n'aiment pas leur pays. Moi je ne salue que ceux qui aiment leur pays. Et bien voilà, je reçois pour vous une grande dame, Madame Lieke. Madame Lieke est secrétaire générale d'un grand parti, un parti qui a vu le jour il n'y a pas longtemps, mais un parti qui a connu une croissance vertigineuse dans peu de temps. Le parti se trouve dans tous les coins et recoins, non seulement du Congo, mais du monde. Madame Christine Lieke est à mes côtés, secrétaire générale de Génération 4. Bonjour madame. Bonjour monsieur sans rival. Quel bon vent t'amène aujourd'hui? Ouais, ça va, nous nous portons bien et je suis contente du fait que vous me recevez aujourd'hui dans votre émission. Votre émission, c'est la santé de la Génération 4. Enfin, la Génération 4 se porte très bien. Elle est, comme vous l'avez dit, elle est présente presque partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais il faudrait savoir que ça fait 2 ans seulement que la Génération 4 existe. Et en 2 ans, se retrouver sur toute l'étendue de la République du Congo, c'est vraiment un exploit. Et actuellement, vous êtes sans ignorer que nous sommes à l'approche des échéances électorales. Donc de ce fait, nous avons lancé notre centrale électorale. Nous sommes à l'étape de l'identification de tous nos candidats en vue de nous apprêter pour avoir des élections en bonne et due forme. Madame Lieke, une grande différence entre votre pouvoir et les pouvoirs des anciens, c'est-à-dire il y a eu 2, 3, 4, 5 secrétaires généraux qui ont défilé dans la Génération 4, mais vous à peine vous venez d'être nommé secrétaire général. Mais il y a une grande différence. Quelle est votre magie? On sent que ça bouge, hein, la Génération 4 bouge maintenant. Enfin, ce n'est pas question de magie. Il n'y a aucun cocktail magique. C'est juste que je pense que les gens devraient, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faudrait apprendre à y mettre du sérieux, d'accord, du sérieux, de l'organisation et surtout la volonté. Non, je parle de ma personne. Je ne suis pas là pour parler des autres. Je parle de ma personne. Vous avez mis du sérieux. Du sérieux, de la volonté aussi surtout. Oui. De la volonté, donc tout ce qu'on fait parce que, vous savez, gérer un parti politique, n'est pas une tâche aisée. Il faudrait de la volonté et surtout la patience, chose que beaucoup de gens manquent. Nous avons une carence du leadership féminin chez nous. Vous voir comme ça, secrétaire général, une femme, avez-vous des difficultés à gérer le parti en tant que femme? En tant que femme, je n'aime pas trop aborder cette question-là parce que je me dis que ce soit les femmes ou les hommes, les challenges, les difficultés à remonter sont partout, enfin à tous les niveaux, d'accord? Et nous avons milité pour que les femmes aujourd'hui, à travers le monde, en l'occurrence dans la République démocratique du Congo, puissent avoir une place de choix. Parce que vous savez, la femme était considérée pendant plusieurs années comme celle qui devait se retrouver à la cuisine, comme celle qui ne devait que servir à la procréation. Or, notre Dieu nous a créés humains, il nous a tous créés humains, avec toutes les facultés, toutes les capacités intellectuelles. Donc, c'est-à-dire que les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles que les hommes. Voilà, donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre le combat de la femme en avant. C'est quelque chose qui est déjà dépassé parce que nous avons fait nos preuves. Nous avons prouvé au monde que nous sommes également capables de faire les mêmes jobs que les hommes, puisqu'on va dans les mêmes universités, les mêmes écoles. Donc, je ne pense pas qu'il faudrait trop mettre le combat de la femme en avant. J'ai tout d'abord les fleurs à son excellence, président Félix Antoine. Tu sais qui a mis vraiment la femme à sa place, voilà. Chapeau, et à celle qui était au fait devant, derrière l'homme fort, il y a une grande dame, Maman Denise. Respect. Alors, le discours du chef aux Nations Unies, comment vous avez jugé ça? Génération 4. En tant que Génération 4, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le discours du chef de l'État a suscité beaucoup de polémiques. D'accord? Beaucoup de polémiques. J'ai entendu dire certaines personnes, les ennemis de la République, comme j'aime les appeler, qui ont dit que le président n'a rien dit,
voilà, ce discours-là était creux. Mais en fait, ces gens-là se trompent. Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays, depuis que la guerre a commencé, puisque cette guerre n'a pas commencé avec la guerre que nous vivons actuellement, à l'Est, n'a pas commencé avec Fachi, non. C'est une situation qu'il a héritée, une situation qui perdure depuis plus de 20 ans. D'accord? Et c'est la première fois, depuis que cette guerre existe, qu'un président se lève du Congo, cite nommément notre agresseur, qui est Paul Kagame. Il a cité nommément l'agresseur et il est passé au devant de la tribune des Nations Unies. Il a dit haut et fort. Le discours qu'il a tenu, c'était pas un discours défensif, c'était pas un discours d'une personne, c'était un discours offensif. Il a attaqué, évidemment avec un langage diplomatique. Sitôt attaqué, on le voit dans la même photo avec le jeune qui l'a attaqué. C'est quoi? Non, nous, c'est là. Non, écoutez, ça c'est la politique, d'accord? Qui devrait donner le dos, qui devrait tourner le dos. Parce que vous savez que dans les conflits, en fait, les conflits dans les nations devraient se résoudre par la diplomatie, je vais dire, d'accord? Fachi, déjà, dans son discours, il a fait savoir, et ça fait trembler notre agresseur, qui est le président Paul Kagame. Parce que si vous suivez bien, Kagame, dans sa réponse, il a plus répondu au président Fachi. Donc, on avait l'impression qu'il n'avait pas préparé son discours. Ou soit il avait préparé, mais lorsqu'il avait entendu le président Fachi, il a changé de discours. Puisqu'il est allé dire les enjeux des grandes puissances sont menacés. Il a demandé un leadership, enfin un interlocuteur qui pourrait, comment dire, avoir, comment on appelle ça, une volonté politique, voilà, volonté politique manifeste. C'est ce que Paul Kagame avait dit. Mais autrement dit, parce que si nous devrons, en politique, il faudrait apprendre à décoder les langages, hein, dire à haute voix, par exemple, à gorge déployée, je vais faire la guerre, je vais faire ceci. Enfin, c'est vrai qu'il y en a certains qui recourent à ça, ok? Mais c'est plus le langage de la diplomatie qu'il faudrait avoir. Et le fait que Paul Kagame, avait déclaré que les enjeux des grandes puissances étaient en jeu, les enjeux des grandes puissances étaient menacés, pardon, c'était une façon de dire autrement que vous, les Occidentaux, le discours que le président Fachi, Félix-Antoine Tshisekedi, pardon, Tshilombo a dit, eh bien, mais ce sont vos enjeux qui sont menacés. Alors, il faudrait enlever cette personne de là qui menace nos intérêts. Parce que c'est la première fois, comme je vous ai dit, depuis que cette guerre existe, qu'un président de la République se lève et pointe du doigt et monte sur les créneaux, comme on dit, pour dénoncer tout ça. Parce que si vous avez bien observé, dans cette assemblée, personne n'avait parlé pour le compte de la République démocratique du Congo. Même pas le président de l'Union africaine en exercice. La seule personne qui avait parlé du problème des Congolais, du problème du Congo, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il était le seul. Antonio Guterres, c'est le président des Nations Unies, qui a déclaré même que les rebelles du M23 avaient un armement plus sophistiqué que le leur. Mais moi, la question que je me pose, c'est que comment est-ce que des personnes qui sont, entre guillemets, sous embargo d'armes, pourraient détenir un armement plus sophistiqué que les Nations Unies? Ça n'a aucun sens. On comprend qu'il y a un complot, en fait, contre ce pays. Et alors, vous, en tant que G4, que pensez-vous pour en finir avec cette guerre qui a vraiment pris beaucoup de temps? Quelle est la solution, les remèdes, d'après vous, ce que vous proposez au président de faire en ce moment pour mettre fin à cette guerre? Parce que les temps dirigeants, en fait, le TDC, ça continue, mais la guerre continue toujours. Bounaganda, toujours entre les mains des rebelles. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure qu'il est? Moi, je pense que déjà, il faudrait un toilettage, pardon, au sein de l'armée. D'accord?
Mais de toute façon, ça a déjà commencé, puisque vous avez appris, vous êtes inspiré du général Yav. Moi, en fait, ce que moi j'ai toujours dit aux gens, c'est que le pouvoir de Fachi vient de Dieu. Même la Bible le dit, toute autorité vient de Dieu. Et ce pays a beaucoup d'ennemis. Mais il faudrait savoir que toute personne qui viendra, parce qu'il y en a qui ont essayé d'attenter à sa vie, de le faire partir de toutes les manières possibles. Mais il faudrait savoir que toute personne qui viendrait se mettre en travers de son chemin se verra être écartée. Ils sont là. Le Seigneur est en train de les mettre, de les exposer, je veux dire. Vous vous rappelez de l'histoire d'un cadre du PPRD, je pense, il s'appelait Barnabé, qui est en prison. Barnabé, je ne connais même pas son nom. D'ailleurs, j'ai appris que de la prison, son fils aîné est décédé. En tout cas, condoléances à lui et à sa famille. Mais il avait déclaré un jour à Koliam Bouma. Mais vous pensez qu'il avait dit ça de cœur, joie? Il n'avait pas dit ça je pense pas, c'est pas par sa propre volonté qu'il avait dit ça. C'est le Seigneur qui est en train d'exposer ces personnes-là. Et je pense que le président aussi, à son niveau, en fait, vanter les mérites du président en disant qu'il est protégé par Dieu, c'est bien, mais quelque part, c'est lui rendre aussi fainéant. Dans quel sens? Il risque de croiser ses bras disant qu'il est des... Non, je comprends, non. En fait, dans tout ce que nous faisons, il y a la part de Dieu, mais il y a également la part de l'homme. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait que le président de la République, franchement, s'applique à faire un toilettage. Parce que vous savez, dans toute je vais dire, la réussite de tout dirigeant est également tributaire de l'équipe avec qui il travaille, des personnes qui l'entourent. Donc moi, je pense que maintenant, il est temps que le président Félix Antoine Tshisekedi fasse le toilettage. S'il faudrait que... Quels sont d'après vous les mauvais fruits qu'il faut éradiquer? Ils sont nombreux. Je ne voudrais pas les citer un à un, mais au sein de l'armée ou au sein de son... de l'armée d'abord. Au sein de l'armée, il y a déjà le général Yav qui vient d'être arrêté. Mais il y a toute une suite après le général Yav, et puis l'armée congolaise est composée de beaucoup de Rwandais. Mais justement, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a infiltration au sein de notre armée. Il y a une infiltration et il faudrait vraiment un toilettage de fond. Ok, c'est bon. Que pensez-vous maintenant des arrestations en cascade? Nous avons vu Vidier Chimanga qui était conseiller en matière stratégique du chef aux arrêts. Alors, je ne sais pas, c'est de l'acharnement ou quoi? Et pourquoi seulement les trois grandes figures d'une même province aux arrêts? Je vois Jean-Marc Kaboun du Kasaï central, Vidier Chimanga du Kasaï central, François Beya du Kasaï central. Et pourquoi les originaires du Kasaï central ne se lèvent pas pour parler de l'injustice? D'accord. Très croyante. Et donc, dans tout ce que je fais, je me réfère toujours à la parole de Dieu. Vous savez, il est écrit dans la Bible que nous serons attaqués par les frères de notre propre maison. Ça a commencé avec Caïn et Abel. C'était des frères consanguins. Mais un jour, Caïn avait pris, je ne sais pas moi, son arme pour tuer son frère. En fait, c'est ce qui est en train d'arriver au président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Vous voyez? Et heureusement d'ailleurs qu'il est en train de faire, c'est pas lui, mais la justice est en train de faire son travail. Et lui ne s'est pas entravé pour dire, voilà, ce sont mes frères, ne les arrêtez pas. Sinon, on allait crier haut et fort au tribalisme. Vous voyez? Heureusement. Et puis moi, je jette des fleurs, en tout cas, aux ressortissants kassaïens. Parce qu'on a vu dans ce pays, à chaque fois qu'il y avait eu des arrestations, des grandes figures emblématiques et tout, c'était des déclarations du style « nous, ressortissants de tel endroit, exigeons la libération ». Mais le peuple kassaïen ne l'a pas fait et pour ça, je jette beaucoup de fleurs. Et cette histoire doit prendre fin. Comment? Cette histoire doit prendre fin. Cette histoire doit prendre fin. Quand on vous voit comme ça, les voilà. Des gens, nous ressourçons de Maniema, nous condamnons ça, nous disons, nous soutenons notre leader, nous soutenons... Ce sont des gens arrêtés. On vous voit à la télé comme ça, on vous arrête. Exactement. Exactement. Nous nous approchons petit à petit à la fin, nous sommes presque à la fin de notre tranche. Les conflits dans les grands bandondo. C'est quoi au juste? Et quels sont les remèdes? Parce que les chefs coutumiers ont échoué apparemment. Qu'est-ce qui se passe entre les Bayaka et le peuple Téké?
C'est... Déjà, avant de commencer, je présente mes vives condoléances à toutes ces familles éplorées, toutes ces familles qui ont perdu certains de leurs membres à cause de ce conflit. Vous savez, ce conflit a débuté depuis le mois d'août. C'était un conflit terrien, ok. Le peuple, comment ils appellent, les Yaka, c'est les Yaka et les Téké, voilà. Les peuples Téké ont estimé que les Yaka, enfin c'est vrai, les Yaka ce sont des venants, comme on dit chez nous, d'accord. Les Yaka ce sont des venants qui s'étaient installés sur les terres des peuples Téké. Et voilà, dans la dynamique de bien vivre ensemble, il y avait une rédévance que le peuple Yaka faisait au peuple Téké. Cette rédévance était de l'ordre de 50 sacs de maïs et un sac de cossettes de manioc. Et voilà, c'est des personnes qui travaillaient comme ça et tout, ils étaient organisés, ils commençaient vraiment à prendre de l'ampleur, enfin, voilà, sur les terres des peuples Téké. Et récemment, le peuple Téké avait, je vais dire, majoré la rédévance que le peuple Yaka avait toujours fait depuis toutes ces années. D'accord? Ils étaient passés de 50 sacs de maïs à 150. Et au lieu de un sac de cossettes de manioc, ils étaient passés à 5. Et le peuple Yaka n'avait pas accepté ça, puisque c'est comme s'il n'allait travailler que pour les autres, vous voyez. Et c'est de là que le conflit était parti. Mais je ne pense pas qu'on pouvait arriver je vais dire, à l'ampleur que ça a eu. Vous voyez, aller jusque dans les tueries. Actuellement, il y a beaucoup de déplacés à cause de ce conflit. Il y a des enfants déplacés qui se retrouvent seuls, non accompagnés à cause de ce conflit. Et ce conflit, en fait, on a instrumentalisé des gens parce que ce conflit vient d'ailleurs. C'est vrai que, voilà, si on devrait suivre la logique, on va se dire que c'est à cause des sacs de maïs, les cossettes de manioc, mais les ennemis de la République, justement, sont là pour utiliser ce genre de conflit afin comment je vais dire, de réaliser leur projet, de balkaniser ce pays. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, que les gens visent, les ennemis de la République. C'est de balkaniser ce pays. Et nous ne céderons même pas un centimètre de nos terres. Et en même temps, moi je fais un appel à tous les Congolais. Nous sommes Congolais, pas seulement parce que une terre X ou Y nous appartiendrait. Enfin, non, ce que j'allais dire c'est que nous devons dépasser les considérations ethnico-tribales. Un Congolais est Congolais partout. Qu'il se retrouve au Kasaï, qui se retrouve à l'Équateur, qui se retrouve au Katanga, un Congolais est libre de circuler partout. Et il devrait se sentir chez lui partout. Parce que c'est ça qui a apporté tous les mots que nous décrions dans ce pays, le tribalisme. Et c'est même le combat qui est fait au niveau de notre parti, le combat pour lequel on milite au sein de la génération 4, c'est la lutte contre le tribalisme, la lutte contre le clanisme, la lutte contre le népotisme. Puisque c'est à cause de ça, aujourd'hui, qu'on observe, par exemple, à ce massacre qui est en train de s'effectuer au niveau de se perpétrer, même puisque c'est depuis le mois d'août, ok, au niveau de Kwamut. Nous luttons, en tout cas, nous disons non au tribalisme au sein de la génération 4. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Un petit dernier mot, un petit mot de la fin pour aujourd'hui et c'est tout. Que pensez-vous de la gérance, la gestion, la présidence de Fachi? Aura-t-il un second mandat? Le président de la République, il aura un second mandat, ça c'est sûr. Il aura un second mandat, pourquoi? Parce que il a réalisé beaucoup en 3 ans. C'est vrai que les gens disent qu'ils ne voient pas le social, les gens se plaignent, le social, les gens ont faim. Mais il faudrait comprendre une chose, le social ne se limite pas seulement au ventre, il ne se limite pas au manger. D'accord? Le social, c'est également des infrastructures. Le social, c'est également avoir une éducation. Le social, c'est également avoir des soins de santé de base. Et justement, le président de la République
est en train de faire de son possible par, par l'impulsion des actions de son gouvernement, il est en train de se battre pour sortir ce pays du coma profond dans lequel il était. Vous savez, il a hérité d'une situation de plusieurs années, allez, je vais dire 32 ans de règne du président Mobutu, il y a eu 18 ans du régime du président Kabila. Ce pays était tombé loin aux enfers. Regardez, observez un pays grand comme la République démocratique du Congo, avec toutes les potentialités, excusez-moi, que ce pays a. Nous avions, lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi a repris ce pays, il avait un budget de 4 milliards. Non, c'était une insulte aux Congolais. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes passés à 14 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'il y a évolution. Ou une réalité? Ce n'est pas une réalité. Excusez-moi, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Une réalité, pourquoi? Parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi a la volonté. Il a la volonté de sortir d'emmener ce pays là où il devait être, de donner à ce pays ce qu'il mérite, de donner aux enfants de ce pays, à tout Congolais, ce qu'ils méritent d'avoir. Et vous savez, tout ça est arrivé non seulement parce qu'il y avait la volonté, c'était d'abord la volonté, et puis il y a eu une bonne adéquation entre la collecte de ressources et leurs affectations. Aujourd'hui, par exemple, la gratuité de l'enseignement, c'est constitutionnel, mais ça n'avait jamais été mis en application. C'est par le concours du président Félix-Antoine Tshisekedi que la gratuité de l'enseignement existe. Aujourd'hui, on parle de l'accouchement gratuit. C'est un programme qui va être intégré dans comment on dit ça, dans le programme de santé congolais. Vous voyez, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le bilan en fait des femmes qui accouchent au Congo est tellement élevé. Et ces femmes-là vivent dans quelles conditions? Il y a plusieurs femmes qui sont prises en otage, je vais même dire prises en otage dans les hôpitaux, parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer les factures liées à leur accouchement. Mais aujourd'hui, c'est par le concours du président Félix-Antoine Tshisekedi que cela arrive, comme dans les autres pays. Et pour ça, nous devons lui jeter des fleurs. Ok, c'est bon, je crois qu'il nous reste moins de 30 secondes seulement. Si vous pouvez nous aider quand même à vanter les mérites de quelques collaborateurs du chef qui ont poussé le chef aussi à réussir. En fait, je ne sais pas à moi de citer les noms de quelques, mais c'est quelques collaborateurs, conseillers ou ministres qui ont bien travaillé dans ce régime. En tout cas, moi, je ne veux pas faire ça, d'accord? Je ne veux pas faire l'apologie de X ou Y personne. Nous le saurons. De toute façon, il y aura le remaniement qui va arriver bientôt. Les personnes qui vont rester, c'est des personnes qui auront bien travaillé, qui se seront démarquées. Il fera même un remaniement au sein de son cabinet. Ceux qui auront bien travaillé, ceux qui se seront démarqués, vont rester. Et nous le saurons. C'est qui? Par exemple, dans le gouvernement, oui. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, oui. C'est quelqu'un qui travaille très bien. Il y a encore qui? En tout cas, je lui jette des fleurs pour le travail d'arrache-pied qu'il est en train de faire au sein du ministère, enfin au sein de la fonction publique. Et voilà, je me limite là. Vous êtes de l'Équateur? Je suis de l'Équateur. Je comprends. C'est vraiment qu'on met un peu final à notre étrange. Je vraiment dis merci. Merci à vous tous ceux qui y avez vraiment prêté attention. À fois, je dis merci à mon invité, Maman Christelle. Je suis flatté. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine.